Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning. Toujours plus nombreux, aujourd'hui vous êtes plus de 300 à vous être inscrits. Merci toujours, je vois que vous êtes connectés à l'heure, c'est un vrai plaisir. On va voir les successions franco-américaines avec nos deux expertes du jour, Emmanuel Bomboir Barthélémy et Romane Lemaître du cabinet Chauvon, Mulon et Associés qui interviennent sur différents sujets tous les trimestres. Aujourd'hui, on fait les successions franco-américaines. Et donc, Emmanuel et Roman interviennent particulièrement en droit des successions, en droit privé international, et elles sont spécialisées sur tout ce qui est transfrontalier. On est en direct sur Zoom, sur LinkedIn. On sera en replay sur Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de contacter nos experts, vous avez leurs contacts qui sont dans la description, que ce soit en bas, à gauche, à droite. Ça dépend du réseau social sur lequel vous êtes. On est déjà en partage d'écran, on va vous donner un maximum d'informations. On répondra aux questions d'ordre général à la fin de la présentation. On a une présentation assez dense aujourd'hui. Je vous invite à prendre un stylo et une feuille de papier pour prendre des notes. Allez, c'est parti. Emmanuel, je vous donne la parole. Merci Romain, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va aborder la question des successions internationales et plus particulièrement des successions franco-américaines. Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est, qu'est-ce que c'est une succession internationale. Une succession internationale et notamment franco-américaine, c'est par exemple la succession de Johnny Hallyday, c'est-à-dire un Français qui vivait entre la France et les États-Unis, qui avait établi un testament en Californie. Et en fait, dans l'affaire Johnny Hallyday, la question qui se posait, c'était de savoir si on appliquait à sa succession la loi française ou la loi américaine. Et quelle différence cela faisait? Eh bien, si on appliquait la loi américaine, on pouvait appliquer et reconnaître le testament californien de Johnny Hallyday qui prévoyait que l'ensemble de son patrimoine allait à son épouse Laetitia. Alors que si on appliquait la loi française, on devait appliquer un certain nombre de mécanismes français qui existent et que vous connaissez certainement, comme par exemple la réserve héréditaire, qui faisait que Laetitia pouvait avoir une fraction de la succession, mais que aussi Laura, David et les deux autres filles de Johnny Hallyday avaient également des droits réservataires dans sa succession. Donc en fait, le droit international des successions, vous l'aurez compris, ça concerne chacune des personnes qui est connectée ce soir. Que vous viviez aux États-Unis depuis un an ou depuis 30 ans, que vous soyez franco-américain, que vous soyez en couple avec un Français ou un Américain ou une personne d'une autre nationalité. Parce que non, quand on est français, on n'emporte pas systématiquement la loi française dans ses valises quand on part s'installer aux États-Unis. Et non, ce n'est pas parce qu'on vit à des milliers de kilomètres de la France que on ne peut pas parfois, s'il y a un conflit, notamment successoral, saisir le juge américain. Donc, on va essayer ce soir de délimiter ces enjeux juridiques successoraux et fiscaux internationaux. Et on vous a préparé notamment 6 questions successives que l'on va voir. La première question, ça sera de savoir si votre régime matrimonial il a été modifié par votre installation aux États-Unis. La deuxième question, est-ce que votre contrat de mariage est reconnu aux États-Unis? Qui sont vos héritiers? S'il y a un conflit qui s'élève entre vos héritiers, est-ce qu'ils pourront saisir un juge français ou un juge américain? Comment votre succession, elle sera finalement imposée? Et quels sont les outils à votre disposition pour anticiper votre succession? Alors, les deux premières questions portent sur le régime matrimonial et pas directement sur les successions. Pourquoi? Parce que, en fait, quand une succession s'ouvre, il y a une étape préliminaire qui est de regarder sous quel régime matrimonial vous êtes marié, puisqu'on va d'abord liquider le régime matrimonial avant de s'intéresser à la succession. Et cette liquidation du régime matrimonial, elle va notamment permettre de déterminer quels sont les biens qui entrent dans votre succession et ceux qui, en application de ce régime, vont directement à votre conjoint. C'est pour ça qu'il y a quand même un intérêt à aborder ces questions matrimoniales lorsqu'on s'intéresse aux successions. Alors, je vais vous parler tout d'abord de cette première question qui est de savoir si votre régime matrimonial a été modifié par votre installation aux États-Unis. Donc, le régime matrimonial, pour rappel, c'est l'ensemble des règles de répartition des biens en cas, bien sûr, de séparation, mais également en cas de décès.
il n'existe pas de régime matrimonial universel mondial. C'est-à-dire que chaque État, finalement, détermine ses propres règles. Et si vous n'avez pas fait de contrat de mariage au moment où vous êtes marié, chaque État va prévoir un régime que l'on dit légal, qui s'applique par défaut à votre situation. Et donc, par exemple, en France, on applique le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, qui signifie que les biens que vous aviez avant le mariage restent des biens qui vous sont propres. Ceux que vous recevez, même pendant le mariage, par donation ou succession de vos parents, restent également des biens qui vous sont propres. Et puis, toutes les acquisitions que vous faites au cours du mariage ou les revenus que vous percevez, ces biens-là sont des biens communs que vous partagez à égalité avec votre conjoint. Aux États-Unis, les règles sont différentes puisque la notion de régime matrimonial n'existe pas véritablement. Et donc, chaque État va déterminer ses propres règles. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'État de New York, on aura un régime qui s'apparente à un régime de communauté qui nous dit que les biens acquis avant le mariage restent des biens qui vous sont propres et les biens pendant le mariage, eux, sont des biens communs. Donc, c'est important de vérifier votre régime matrimonial et en tant qu'expatrié, vous devez faire attention notamment dans deux situations. La première, c'est si vous vous êtes marié alors que vous résidiez déjà à l'étranger ou que vous vous êtes expatrié juste après votre mariage, puisque le régime et la loi qui vont s'appliquer sont ceux de votre première résidence habituelle après le mariage. Donc, si on prend un exemple tout bête, on a Arthur et Émilie qui sont français et qui vivent à New York depuis 5 ans. Et l'été dernier, ils sont rentrés en France se marier parce que c'est plus simple, toute leur famille, tous leurs amis sont majoritairement en France, donc ils sont mariés en France, tous les deux français, et puis après, ils sont revenus à New York parce qu'ils habitent à New York. Alors, quel est leur régime matrimonial? Eh bien, leur régime matrimonial, c'est le régime new-yorkais, même s'ils se sont mariés en France, et même s'ils sont tous les deux français, puisqu'ils ont établi, après le mariage, leur résidence habituelle aux États-Unis, et plus précisément à New York. C'est la première situation dans laquelle il faut faire attention. La seconde situation, c'est si vous vous êtes marié entre 1992 et 2019, puisque pendant cette période spécifique, on a des instruments internationaux particuliers qui s'appliquent et qui vont faire que vous allez pouvoir être soumis non pas à un seul régime matrimonial, mais à plusieurs régimes matrimoniaux au cours du mariage. Et donc là, si on reprend pour illustrer, parce que c'est toujours plus parlant, un exemple tout simple, on a Juliette et Louis qui sont tous les deux français. Ils se sont mariés à Singapour en 2010 et en 2013, ils sont partis s'installer à New York. Alors, quel est leur régime matrimonial? Eh bien, ils n'ont pas un régime matrimonial, mais ils en ont deux. Ils sont mariés sous le régime singapourien de la date de leur mariage 2010 à 2013, la date de leur départ vers les États-Unis. Et à partir de 2023, donc après 10 ans d'installation aux États-Unis, ce n'est plus le régime singapourien qui s'applique, mais c'est le régime new-yorkais. Donc, de 2010 à 2023, on a un régime singapourien qui s'apparente à une séparation de biens. Et à partir de 2023, ils sont mariés là sous le régime new-yorkais qui s'apparente davantage à une communauté. Donc, on voit bien qu'on a deux régimes avec des règles diamétralement opposées. Et donc, ça va changer la nature des biens acquis pendant cette période ou telle autre, la nature des revenus perçus pendant cette période ou telle autre. Et donc, il y a un intérêt à s'interroger sur ces questions, puisque nous, on voit bien qu'en pratique, les expatriés ignorent souvent ces règles, alors que les conséquences peuvent être vraiment très différentes selon qu'on est soumis à un régime ou à un autre. Et donc, comment on peut anticiper ces situations? Eh bien, Romane va vous expliquer que on peut par exemple signer un contrat de mariage. Oui, absolument. Du coup, moi, je vais m'intéresser à la situation dans laquelle vous avez signé un contrat de mariage, par exemple, dans un premier temps, un contrat de mariage en France, et on va voir s'il peut circuler aux États-Unis, s'il peut être reconnu aux États-Unis, dans quelle situation et pourquoi il pourrait y avoir des difficultés de reconnaissance. Alors, d'abord, il faut comprendre que pourquoi on vous parle aujourd'hui de contrat de mariage, ce que vous expliquez Emmanuel, c'est que votre contrat de mariage, votre régime matrimonial, il a une incidence directe ensuite sur les biens qui vont intégrer votre succession. Donc, déjà, un outil qui est vraiment très utile dans la planification successorale, c'est votre régime matrimonial. Et pour plus de sécurité, il faut que vous puissiez choisir. Et comment vous choisissez? Vous choisissez par le biais d'un contrat de mariage.
Dans votre contrat de mariage, vous pouvez désigner en fait la loi que vous souhaitez voir appliquée. Donc typiquement la loi française, si vous signez un contrat de mariage français. Vous pouvez choisir soit la loi de votre nationalité, soit la loi de votre résidence habituelle. Donc dans tous les cas que vous décidiez de contracter un contrat de mariage français ou que vous décidiez en fait de signer un prenup aux États-Unis, vous devez vous renseigner et vous devez prendre des conseils pour savoir évidemment ce qui est le plus important. En tout état de cause, ce qui est important, c'est de savoir sous quel régime vous vous mariez. Ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne l'avez pas fait, bon, déjà, il est toujours temps de se poser la question. Il est toujours possible à tout moment de décider de désigner la loi applicable qui sera choisie pour votre régime matrimonial. Donc, à tout moment aussi de contracter un contrat de mariage. Et c'est également possible d'en changer en cours d'union. En France, c'est une procédure en fonction des différents régimes qui est quand même assez encadrée et qui prend un petit temps, mais en tout cas, vous pouvez décider si aujourd'hui votre régime matrimonial ne vous convient pas, soit parce que le contrat actuel n'est plus adapté, soit parce que tout simplement vous n'avez jamais signé de contrat, vous avez toujours la possibilité d'en choisir un. Alors, l'autre difficulté, ensuite, c'est la question de la circulation de ce contrat de mariage. Si vous avez signé un contrat de mariage français, typiquement un contrat de séparation de biens, par exemple, qui est un contrat qui est très fréquent, comment il va être accueilli aujourd'hui aux États-Unis? Vous êtes expatrié, comment il circule? Et si demain, il y en a un des deux qui décède, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment le juge américain, par exemple, ou comment, quand la succession va s'ouvrir, comment il va être traité aux États-Unis? Euh, la première du coup difficulté, c'est que aux États-Unis et en France, on n'a pas les mêmes conditions de forme des contrats de mariage. En France, un contrat de mariage, il est signé chez le notaire par les deux époux quelque temps avant le mariage, sans plus de conditions chez un notaire. Alors que dans les pays de common law, et notamment les États-Unis, il y a des conditions de forme qui sont requises et qui sont du coup très importantes et qui n'existent pas en France. Typiquement, il y a une obligation de 2 conseils indépendants, donc que chacun des deux futurs époux est un conseil indépendant par 2 avocats, par exemple. Il y a une clause obligatoire de disclosure du patrimoine, donc chacun des deux époux doit faire état de l'intégralité de son patrimoine au jour où il se marie, au jour en tout cas où il signe ce contrat de mariage. Et ensuite, il y a une obligation de respecter un délai légal d'environ 1 mois entre la signature du contrat et le mariage. Donc ça, c'est des obligations de forme qui sont imposées dans les pays de common law, donc les États-Unis, et que nous n'avons pas en France. Donc si votre contrat de mariage français ne respecte pas ces conditions et qu'aujourd'hui vous êtes aux États-Unis et que que ce soit une séparation, mais là ce qui nous intéresse c'est les successions, le mariage est dissous, comment on liquide votre régime matrimonial? Premier écueil, est-ce qu'on va avoir une difficulté pour que le contrat soit reconnu parce que les conditions de forme ne sont pas remplies? Ça c'est la première chose. Ensuite, on a aussi bien sûr des difficultés qui peuvent être liées au contenu même du contrat, c'est-à-dire que dans les pays de common law, et c'est ce que vous expliquez Emmanuel, aux États-Unis surtout, la majorité des États, c'est quand même un régime qui s'apparente à notre communauté, donc qui est censé être, c'est l'Equitable Distribution of Assets, qui est censé être à peu près équitable. C'est-à-dire qu'on répartit les biens au moment de la dissolution de manière à peu près équitable. En France, typiquement, notre contrat de séparation de biens, c'est pas du tout le cas. Chacun repart avec les biens qu'il a achetés pendant son mariage, s'il y a un décès ou s'il y a une séparation. Donc on peut avoir un problème sur la reconnaissance du contrat si le contenu n'est pas jugé équitable pour la personne qui est la plus faible économiquement. Il y aurait des conséquences qui soient injustes. Donc, typiquement, notre régime de séparation de biens en fait, pose un problème aux États-Unis. Ce que tu me dis, il y avait une décision qui a été rendue. Ouais. Oui, en gros, on a une décision qui a été rendue par la Cour de cassation qui nous dit que donc c'est une décision américaine qui écarte un contrat de mariage français de séparation de biens parce que justement, il respecte pas les conditions que Roman vous a exposées. Et après, c'est posé la question de cette décision américaine, est-ce qu'on peut la faire exécuter sur le territoire français? Et il a été décidé par la Cour de cassation que cette décision américaine qui écarte un contrat de mariage français peut recevoir exécution sur le territoire français et donc sur les biens situés en France. Donc, in fine, on a un contrat de mariage français qui n'est pas même appliqué via une décision américaine sur les territoires français. C'est très important d'anticiper ces questions. Exactement, parce que là, vous vous dites, je conclue un contrat de mariage pour avoir une sécurité et une prévisibilité.
je sais que ce contrat va s'appliquer. Et in fine, vous vous expatriez, vous êtes aux États-Unis, vous décédez aux États-Unis, et voilà, il peut y avoir une difficulté. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas reconnu comme ça? Et ben en fait, c'est l'imprévisibilité. Vous savez pas comment les biens vont être répartis et quels biens intégreront votre succession. Donc ça, c'est vraiment en cas d'absence de reconnaissance. La dernière difficulté qu'on peut avoir, et ça c'est une difficulté aussi qui est fréquente, c'est des difficultés qui sont liées à l'interprétation parce que d'un pays à l'autre, entre la France et les États-Unis notamment, on a certains concepts juridiques qui sont inconnus soit en France, qui sont inconnus aux États-Unis. Typiquement, nous, enfin, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Emmanuel, c'est que rien que le concept de régime matrimonial qu'on connaît très bien, nous, en France, aux États-Unis, ils n'ont pas ce concept-là de régime matrimonial. On a certains avantages matrimoniaux aussi en France qu'on utilise beaucoup, typiquement la clause d'attribution intégrale au dernier survivant, qui pareil n'est pas connue aux États-Unis. Donc toutes ces clauses-là qui pourraient être prévues ou certaines clauses de contrat de mariage peuvent recevoir une application qui serait vraiment très incertaine aux États-Unis. Donc, comment remédier à tout ça? C'est de faire en sorte que votre contrat de mariage respecte des conditions, que ce soit un contrat de mariage dit international, qui respecte à la fois nos conditions de forme françaises, mais également les conditions de forme des pays de common law, donc que je vous expliquais tout à l'heure, donc deux conseillers indépendants, dévoiler son patrimoine et un délai de réflexion suffisant entre la conclusion du contrat de mariage et le mariage. Sur le contenu même du testament, il faut éviter des clauses qui soient trop compliquées, il faut éviter d'utiliser des concepts qui ne seraient pas reconnus dans votre pays d'expatriation, donc les États-Unis. Il faut aussi traduire le contrat, par exemple, en français et en anglais, et ne pas hésiter à vraiment développer et expliquer ce qu'on souhaite faire dans le contrat et expliquer le sens des clauses, sachant qu'il faut faire aussi attention du coup à respecter cette idée d'équité entre les époux, parce que c'est une notion qui est très importante dans les pays de common law aux États-Unis. À l'inverse, si vous êtes français, mais vous êtes marié aux États-Unis et vous avez décidé aux États-Unis de conclure un mariage agreement, donc soit un prenup, soit un post-nup, est-ce que si un jour, là, vous êtes aux États-Unis, mais un jour vous décidez de revenir en France, comment il va être reçu en France? C'est la question inverse. Nous, en France, on va respecter les contrats qui sont valablement conclus selon les règles, par exemple, new-yorkaises. S'il est valablement conclu à New York, eh ben, il sera bien reçu en France, à la condition aussi qu'il respecte notre formalisme, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un écrit qui soit signé et daté. Ça, c'est nos conditions de forme, et qui ne soit pas contraire à l'ordre public français, notamment dans des clauses patrimoniales, mais également extra-patrimoniales. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans les clauses extra-patrimoniales, il y a des contrats, des prenups américains qui prévoient des clauses sur les frais, la fréquence de relations sexuelles ou une clause sur la vasectomie. Tout ça, nous, en France, c'est interdit. Ça ne fonctionnera pas. On a aussi des clauses patrimoniales qui pourraient être inapplicables si elles entraînent des conséquences financières inéquitables. Et ça, c'est plutôt, par exemple, on a beaucoup de contrats avec des clauses de droit musulman que nous, en France, oui, c'est inéquitable entre une fille et un fils, par exemple, qui nous pourraient être jugés contraires à l'ordre public français. Donc ça, c'était sur la question du contrat de mariage. Et on passe à la question des héritiers. Oui, alors après vous avoir un petit peu dégrossi la question régime matrimonial, là, on va s'intéresser dans le vif du sujet à qui sont vos héritiers. Donc, quand on habite à l'étranger, anticiper sa succession est essentiel pour au moins deux raisons. La première, c'est que si rien n'est fait, c'est la loi de votre dernière résidence habituelle qui s'appliquera par défaut à votre succession. C'est-à-dire, dans votre cas, si vous résidez aux États-Unis, la loi américaine de l'État dans lequel vous résidez. Et cette loi, elle va déterminer qui sont vos héritiers, dans quelle proportion ils héritent et quelle est votre liberté testamentaire. Donc cette loi, on le voit, elle ne concerne que les aspects juridiques, que les aspects civils de votre succession et pas du tout les questions fiscales que l'on abordera un peu plus tard dans la présentation. Et ça peut entraîner de grandes différences parce que, comme pour le régime matrimonial, il n'y a pas de loi successorale universelle et chaque pays applique ses propres lois. Donc par exemple, si on s'intéresse aux États-Unis,
la liberté testamentaire, elle est très grande aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a le droit, par exemple, en fonction des États bien sûr, mais si on fait des grandes généralités, on a le droit de déshériter un de ses enfants pour X ou Y raison. On ne peut pas, par contre, notamment dans l'État de New York, priver son conjoint d'une partie de sa succession. Il a une espèce de qualité réservataire que l'on retrouve en France pour les enfants, selon la loi de l'État de New York, et il doit recevoir à minima 30% de la succession. À l'inverse, en France, on peut très bien, si on a des enfants, déshériter son conjoint. On peut, dans notre testament, décider que le conjoint ne recevra rien, puisque si on a des enfants, il n'a pas la qualité de réservataire. Par contre, et ça c'est assez connu, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Ses enfants sont les héritiers réservataires et ils reçoivent une fraction minimale de notre patrimoine qui dépend de leur nombre. Donc si on a un enfant, il reçoit à minima la moitié de la succession. Si on a 2 enfants, ils se partagent les 2 tiers à minima. Et si on a 3 enfants ou plus, ils reçoivent au minimum les 3 quarts de la succession. Donc on le voit, les règles sont très différentes entre les pays. La seconde raison pour laquelle il faut anticiper sa succession lorsque l'on est un expatrié ou un Français de l'étranger, c'est que ce n'est pas une, mais plusieurs lois qui vont, là encore, pouvoir s'appliquer, non pas à notre régime matrimonial comme on l'a vu tout à l'heure, mais à notre succession. Parce que la loi américaine, de façon générale, elle prévoit ce qu'on appelle un principe de scission. C'est-à-dire elle va dire que les biens mobiliers, donc que sont les comptes bancaires, les parts de société, les œuvres d'art, etc., etc., sont soumis à la loi de la dernière résidence du défunt, tandis que les biens immobiliers sont, eux, soumis à la loi du lieu de leur situation. Donc, si on prend un exemple d'une succession assez simple, on a un expatrié français voilà, qui résidait aux États-Unis et qui décède. Donc la France dit, on applique la loi de la dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi américaine. La loi américaine, elle dit, attention, pour tout ce qui est placement financier, œuvres d'art, meubles meublant, etc., qu'ils soient situés en France, aux États-Unis, au Japon, peu importe, j'applique la loi américaine, donc les règles qu'on a exposées tout à l'heure, la possibilité de déshériter ses enfants si on le souhaite, etc. Et par contre, si ce défunt avait, je ne sais pas, un appartement à Paris, parce qu'il revient de temps en temps et puis il aime bien avoir un pied à terre à Paris, eh bien là, on applique la loi du lieu de situation, et donc la loi française, et toutes les règles que l'on a vues avant, c'est-à-dire la réserve héréditaire, le fait qu'on ne peut pas priver ses enfants d'une partie du patrimoine, etc. Et donc, on a 2 lois qui s'appliquent à une même succession, ce qui rend et génère beaucoup d'imprévisibilité sur qui reçoit quoi, finalement, qui sont les héritiers, dans quelle proportion ils ont le droit à tel bien ou à tel autre. Et dans les successions, on le voit dans notre pratique, dit beaucoup d'incertitudes, dit beaucoup de conflits. C'est pourquoi donc il faut anticiper au maximum. Et comment est-ce qu'on peut anticiper ces questions? On peut notamment, en tout cas côté France, côté européen, c'est tout à fait valable, choisir par avance la loi civile juridique qui régira notre succession, donc qui déterminera qui sont nos héritiers et dans quelle proportion ils héritent. On ne peut pas choisir n'importe quelle loi, on peut choisir une de ces lois nationales. Donc par exemple, si vous êtes français, vous pouvez choisir d'appliquer la loi française et de vous soumettre aux règles que l'on connaît de réserve héréditaire, etc. Si vous êtes franco-américain, vous pouvez très bien choisir la loi américaine pour l'intégralité de la succession. Et ce choix sera totalement valable et reconnu côté français et côté européen même, si vous avez des intérêts dans d'autres pays européens. Pour ce qui est de l'aspect américain, il faudra voir en fonction de l'État dans lequel vous êtes, etc., à l'aide de vos conseils, si ce choix de loi peut également être valable. Et on vous a bien reprécisé que ce choix ne concerne vraiment que le règlement civil de la succession. On ne choisit pas sa loi fiscale. C'est une autre question que l'on abordera un peu plus tard dans le webinaire. Et comme je vous le disais, la difficulté, c'est que si la succession n'est pas anticipée, ça va générer beaucoup de conflits, notamment entre vos héritiers, puisque les successions sont un règlement de compte dans certains cas entre les héritiers. Et la question va se poser donc de savoir si vos héritiers, en cas de conflit, ils pourront saisir le juge français ou le juge américain.
Oui, tout à fait. Quand il y a un conflit dans la succession et qu'un des héritiers souhaite saisir un juge, quand il y a un élément d'extranéité dans ce genre de dossier, il faut se poser la question de quelle est la juridiction compétente. En France, on a un instrument qui s'appelle qui est le règlement succession du 4 juillet 2012 et qui s'applique pour les successions qui sont ouvertes depuis le 17 août 2015, qui prévoit par principe que la juridiction de l'État membre dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle au moment de son décès est compétente pour statuer sur l'ensemble de la succession. Donc même s'il y a des biens, si vous décédez en France, même s'il y a des biens aux États-Unis, le juge sera compétent pour statuer sur la totalité de la succession. Une précision toutefois, si le défunt avait sa résidence habituelle dans un État tiers, donc un État qui n'aurait pas signé ce règlement, typiquement les États-Unis, donc si vous aviez au moment du décès votre résidence habituelle à New York, le juge français peut tout de même se déclarer compétent pour statuer lorsque des biens français, lorsque des biens se situent sur le territoire français, à deux conditions. Il faut que vous possédiez la nationalité française au moment du décès et que vous ayez eu votre résidence habituelle antérieurement en France, au minima dans les 5 ans qui précèdent. Donc ça, c'est les deux conditions. Donc vous voyez déjà que même si aujourd'hui vous décédez aux États-Unis et qu'il y a des biens qui sont situés en France, que vous êtes de nationalité française et qu'encore récemment vous viviez en France, il est possible que vos héritiers saisissent le juge français. Si en revanche vous décédez aux États-Unis, typiquement, la loi américaine, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que ce sont les juridictions de la dernière résidence habituelle du défunt qui sont compétentes. Donc, si vous décédez à New York, ce sera les juridictions de l'État de New York qui se déclareront compétentes quand votre succession va s'ouvrir. Étant précisé que de la même manière, les juridictions de New York peuvent se déclarer compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession, même s'il y a des biens qui sont situés hors du territoire. Attention, quand nous, on est en France, l'instrument dont je vous parlais tout à l'heure, le règlement de succession, les juridictions américaines ne seront jamais déclarées compétentes pour statuer sur la succession sur ce fondement-là. Si les juridictions américaines se déclarent compétentes, c'est en raison de leur propre loi. Donc vous voyez déjà qu'il peut y avoir, en fait, à un moment donné, deux juridictions qui seraient compétentes elles-mêmes pour statuer en application de nos propres règles, des règles françaises, mais également des règles américaines. Donc il peut y avoir, dans ce cas-là, une espèce de course à la juridiction pour saisir, saisir la juridiction en premier qui nous intéresse. Tant préciser qu'après, ça n'empêche pas forcément qu'il y ait deux procédures en cours, mais c'est un autre sujet. Voilà, c'était le slide. Et on passe maintenant aux aspects fiscaux. Oui, alors, comme on vous le disait avant, on a traité donc plutôt des questions juridiques, donc tout ce qu'on s'est dit, possibilité de choisir, la loi applicable, loi qui s'applique par défaut, etc. C'était vraiment sur les aspects civils, j'insiste bien, qui déterminent qui sont vos héritiers, dans quelle proportion ils héritent et quelle est votre liberté testamentaire. Et maintenant, on s'intéresse à la question fiscale, où les règles sont différentes, et on va essayer de répondre à la question de savoir comment sera imposée votre succession entre la France et les États-Unis. Alors, la fiscalité des successions, elle est très différente entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, il existe bien une imposition sur les successions, mais il y a des exonérations très très élevées. Donc, il faut distinguer dans un contexte américain les impositions donc, fédérales et les impositions des États fédérés. Au niveau fédéral et au niveau général, le principe fondamental, c'est qu'aux États-Unis, c'est la succession globalement qui est imposée et non chaque héritier. Nous, en France, on raisonne différemment. Chaque héritier est individuellement imposé. Il y a au niveau fédéral une exonération pour le conjoint survivant s'il était de nationalité américaine et il y a une exonération sur les droits de succession jusqu'à 11 millions de dollars environ. Ce qui fait qu'il y a finalement peu de successions qui sont imposées au niveau fédéral. Ensuite, il faut s'intéresser au niveau des États fédérés. Et donc, il y a certains États qui vont prévoir eux-mêmes des droits de succession, ce qu'ils appellent donc inheritance taxes, en plus de la taxe fédérale.
Là encore, il y a des États qui prévoient de larges exonérations. Et si on prend l'exemple de l'État de New York, on a une exonération de l'ordre de 6 millions de dollars, ce qui monte, donc ce qui est moins élevé que l'exonération qui existe au niveau fédéral, mais ce qui reste quand même des montants assez élevés en termes d'exonération. Et au-delà de ce niveau, au-delà donc de l'ordre de 6 millions de dollars, on a une imposition qui se situe entre 5 et 16%, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'il existe en France. Parce qu'en France, comme je vous le disais, on impose non pas globalement la succession, mais on va imposer chaque héritier. Et donc, le conjoint survivant, lui, sera toujours exonéré s'il était marié ou s'il était lié par un pacte, donc un pacte civil de solidarité. Les enfants, eux, seront imposés dans la succession. Il y a donc un barème progressif d'imposition qui existe dans notre Code général des impôts, qui fait que dans un lien direct, donc parent-enfant, on a une imposition de 0 à 45%, donc qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on retrouve par exemple dans l'État de New York, et on a un abattement qui n'est que de 100 000 euros. Donc, si je reçois 200 000 en tant qu'enfant, dans une succession de l'un de mes parents, sur les 100 000, j'applique mon abattement de 100 000 euros. Il reste 100 000 imposables sur lequel j'applique mon barème progressif de 0 à 45%. Donc, il y a des tranches. Donc, on voit bien que les règles sont très différentes. Alors, comment ça va se passer dans un contexte franco-américain? Il faut savoir qu'il y a une donc, convention conclue entre la France et les États-Unis en 1978, qui a été donc un petit peu modifiée au fur et à mesure des années, qui porte sur les successions, ce qui n'est pas le cas avec tous les pays. Cette convention, elle va prévoir la répartition du droit d'imposer entre la France et les États-Unis, quand on a une succession qui est un peu à cheval sur les deux pays. Et donc, que prévoit cette convention? Eh bien, elle va dire que l'État dans lequel le défunt avait sa résidence fiscale a le droit d'imposer l'intégralité de la succession, étant précisé que si le défunt était de nationalité américaine, les États-Unis auront toujours le droit d'imposer l'intégralité de la succession. Et la Convention, elle prévoit également que les biens immobiliers et les biens meubles corporels, donc par exemple les meubles meublants, les bijoux ou les parts de SCI, seront quant à eux imposés dans l'état du lieu de leur situation. Et donc on voit bien que si on a par exemple un défunt qui a sa résidence fiscale aux États-Unis mais qui a une SCI en France ou un appartement qu'il détient en direct dans le sud de la France, etc., ces biens-là seront imposés en France, alors que, comme il avait sa dernière résidence fiscale aux États-Unis, les États-Unis auront aussi le droit d'imposer ces biens. Donc on se retrouve avec une situation qu'on appelle une situation de double imposition, où on a des biens qui sont imposés deux fois par la France et par les États-Unis. Donc la Convention, elle règle aussi cette situation et elle crée ce qu'on appelle un crédit d'impôt qui permet d'éliminer la double imposition. Je vous ai mis un petit exemple pour essayer d'illustrer cette situation. Donc, si par exemple on prend le cas de Monsieur Dupont, qui est donc résident fiscal américain au sens de la Convention franco-américaine et qui décède à New York. Son héritière, c'est sa fille Joséphine, qui est, elle, domiciliée en France depuis 10 ans. Il laisse donc dans son patrimoine, dans sa succession, un appartement qui est situé à Paris et une townhouse qui est située à New York. Donc comment cette succession va être imposée? Eh bien, on l'a vu, la Convention, elle prévoit que l'État de la dernière résidence fiscale du défunt a le droit de tout imposer. Donc les États-Unis, ils ont le droit d'imposer l'intégralité de la succession, c'est-à-dire la townhouse à New York et l'appartement situé à Paris. Quid de la France? Eh bien, on l'a vu, la France, elle, a le droit d'imposer les biens qui sont situés sur son territoire, c'est-à-dire l'appartement qui est par exemple situé à Paris. Précision étant faite que la Convention, elle prévoit que la France, elle a le droit d'imposer cet appartement à Paris, non pas selon le barème progressif qui s'appliquerait de manière traditionnelle, mais elle a le droit d'imposer cet appartement selon ce qu'on appelle le taux effectif, c'est-à-dire dans les conditions qui seraient celles applicables si cette convention franco-américaine n'existait pas. C'est
un petit peu compliqué, mais c'est pour vous montrer l'intérêt, c'est que si cette convention franco-américaine, elle n'existait pas, quelles règles on appliquerait? On appliquerait les règles du Code général français des impôts. Et ce Code général, il prévoit que lorsque l'héritier a sa résidence fiscale en France et qu'il l'a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, eh bien, la France a le droit d'imposer l'intégralité de la succession. Et donc là, dans notre situation, notre héritière, c'est Joséphine. La France, s'il n'y avait pas cette convention franco-américaine, elle aurait le droit d'imposer à la fois l'appartement de Paris, mais également la maison située à New York. Et donc, en application de la convention, elle n'a pas le droit d'imposer la maison située à New York, mais elle va imposer l'appartement de Paris au taux qui serait applicable si elle imposait l'intégralité de la succession. Et donc, ça va faire monter les tranches du barème progressif. Donc, c'est pour ça que ça a un intérêt. Et la convention, elle va prévoir aussi, on l'a dit, l'élimination de la double imposition pour cet appartement de Paris qui, en fait, peut se retrouver taxé 2 fois. Et donc, on aura un crédit d'impôt de l'impôt payé en France qui s'appliquera sur l'impôt payé aux États-Unis. On l'a vu tout à l'heure, il y a quand même, en fonction de la valeur des biens, peu de chances que la succession soit finalement imposée aux États-Unis. Et donc, l'imposition qui sera due ne sera due finalement qu'en France. Donc, on voit bien, compte tenu de toutes ces règles, qu'il est important d'anticiper aussi le traitement fiscal de sa succession au regard de sa propre résidence fiscale, mais également de la localisation de ses biens et aussi de la localisation de ses héritiers. Ce qui nécessite préalablement de savoir qui sont nos héritiers en application de la loi civile que l'on a vue au début de la présentation. Voilà pour les aspects fiscaux un peu généraux. Et donc maintenant, on va voir quels sont les outils qui existent pour anticiper votre succession d'un point de vue civil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la préparer et l'organiser selon vos souhaits en amont? Alors, d'abord, et c'est l'outil privilégié évidemment, c'est le testament. Le testament, c'est un outil de planification successorale, bien évidemment. On va voir qui permet de faire plein de choses. Et la première des choses à voir, c'est sous quelle forme doit être ce testament. Parce que de la même manière que le contrat de mariage tout à l'heure, on a des conditions de forme qui existent en France et on a des conditions de forme qui sont différentes aux États-Unis. Donc pour un expatrié français aux États-Unis, il va se dire, bon, bah, mon testament, où je le fais, sous quelle forme et où est-ce que je le conserve. Donc, quels sont mes choix? Il y a 2 choix, donc soit choisir les formes françaises, soit choisir les formes américaines. En tout état de cause, il faudra ensuite s'assurer que d'un pays à l'autre, le testament circule et puisse être reconnu dans les 2 pays, notamment s'il y a des biens en France et aux États-Unis, par exemple. Alors, d'abord, quelles sont les formes qui sont admises en France? En France, on a différentes sortes de testaments qui existent. On a le testament holographe, qui est un écrit qui est rédigé, daté et signé de la main du testateur. Donc, vous le faites directement, en fait, sur un papier. Ce testament, il peut être conservé chez vous, où vous voulez, ou aussi être déposé chez un notaire français dans la langue que vous connaissez, que vous comprenez, donc soit en français, soit en anglais, si vous maîtrisez l'anglais. Et ce testament, c'est un testament qui coûte pas du tout cher, en fait, qui coûte rien même, sauf si c'est conservé chez un notaire. Donc, pour le coup, c'est très pratique. En revanche, on a quand même une difficulté, c'est déjà la conservation, parce que vous pouvez avoir un incendie, vous pouvez le perdre, il peut se perdre dans un tiroir, etc. Et surtout, comment il est découvert ensuite par les héritiers. Parce que si vous avez pas prévenu vos héritiers, il peut y rester très longtemps dans le tiroir dans lequel vous l'avez rangé. Donc, c'est pour ça que ça peut avoir un intérêt d'aller le déposer chez un notaire. Ensuite, on a un testament qui est le testament authentique, qui là qui est beaucoup plus intéressant en termes de conservation parce qu'il va être conservé chez le notaire, on va voir, mais qui a un coût. Donc là, c'est un testament qui est rédigé par un notaire sous votre dictée en présence de 2 témoins ou reçu par 2 notaires. Pareil, là, il faut que la langue française soit utilisée et qu'elle soit maîtrisée par le notaire qui reçoit et par les témoins qui sont présents. Et le testament sera conservé donc chez le notaire en France. Et il sera enregistré au fichier des dispositions de dernière volonté, pardon. Ensuite, vous avez une troisième forme de testament qui est le testament mystique. Là, c'est un document
En fait, là, c'est comme un testament holographe. Vous le rédigez, vous le signez de votre main, vous le datez, mais là, vous le remettez scellé au notaire. Donc là, le notaire ne vous donne pas de conseils sur sa rédaction. En revanche, il le conserve en son étude. Euh, voilà. Bon, après, c'est peu utilisé en pratique parce que c'est un formalisme qui est un peu lourd d'aller rédiger son testament, puis d'aller le déposer chez le notaire. Et ça a un coût dans ce cas-là, autant faire un testament authentique ou un testament holographe que vous déposez chez le notaire. Et ensuite, et après je vais y revenir, on a le testament qui est dit international, qui là est un écrit, qui peut être soit manuscrit, soit dactylographié de votre main ou de la main de quelqu'un d'autre, peu importe, dans la langue que vous voulez, qui est fait enfin c'est une déclaration que vous faites en présence de deux témoins chez le notaire en France, parce qu'en France, c'est la personne qui est habilitée, euh, en disant que vous déclarez que ça, c'est votre testament et vous le faites en présence du coup de deux témoins. Alors, ça, c'était les formes qui existent en France. Alors, aux États-Unis, il faudrait se renseigner évidemment auprès de quelqu'un dont c'est le travail, auprès d'un avocat aux États-Unis, mais les formes sont un peu plus souples que chez nous en France. Bon, évidemment, il faut être sain d'esprit, capable et avoir 18 ans minimum. Et les conditions, c'est que le testament il soit écrit et signé par le testateur en présence de deux témoins, qui eux-mêmes apposent leur signature en fait sur le testament. Donc le formalisme est un peu moins compliqué que chez nous avec nos différentes formes de testament. En tout état de cause, il faudrait, si vous faites un testament à New York par exemple, il faudrait évidemment prendre les conseils de quelqu'un sur place. Voilà, donc ça c'est pour les différentes formes qui existent. On a une convention qui est la convention, donc un instrument international, qui est la convention de Washington du 26 octobre 1973, qui a créé une forme particulière de testament, qui est le testament international. Cette convention, elle est en vigueur en France et elle est aussi en vigueur dans plusieurs États des États-Unis. Mais elle n'est pas en vigueur à New York. Et du coup, ce testament international que je vous expliquais tout à l'heure, du coup, si vous faites un testament international entre la France et un pays aux États-Unis qui est signataire de la Convention, vous pouvez utiliser la forme qui est prévue et là, vous n'aurez aucune difficulté de circulation et de reconnaissance puisque les deux pays auront signé la Convention. Donc ça, c'est que si, évidemment, vous avez un pays aux États-Unis qui est signataire de la Convention. Sinon, pour que le testament circule bien entre les deux pays, va falloir s'arranger. C'est pour ça que c'est important de demander, de demander conseil à un professionnel. Va falloir s'assurer et s'arranger pour que les conditions de forme du testament soient valables et en France et dans le pays des États-Unis dans lequel vous vivez, pour que ça puisse circuler. Si ça, c'est pas possible, où il y a trop de risques, on va vous conseiller, et par exception, de faire deux testaments. Un testament en France pour les biens qui seraient situés sur le territoire français et un testament aux États-Unis pour les biens qui seraient situés sur le territoire des États-Unis. De manière générale, on évite de multiplier les testaments euh, pour plusieurs raisons. Pour pas qu'il y ait d'incohérence, pour pas qu'il y ait un des deux testaments qui révoque l'autre, et pour éviter toute confusion, difficulté d'interprétation. Donc ça, c'est le principe de manière générale. Mais il y a une exception, et c'est notamment entre nos pays de tradition civiliste et les pays de common law, comme on a des grosses différences qui nous séparent en termes de concepts juridiques. On peut, dans ces situations-là, conseiller donc l'établissement de deux testaments. Et notamment parce que, c'est ce qu'on vous a mis sur le slide, euh, à New York et dans plein d'États des États-Unis, il y a une procédure de probate quand il y a un testament sur place. C'est-à-dire que l'exécuteur testamentaire qui a été désigné va demander au juge de New York, par exemple, l'autorisation, enfin de reconnaître le testament et l'autorisation ensuite de pouvoir gérer les biens, les vendre, les distribuer aux héritiers, etc. Cette procédure de probate, elle est assez lourde, elle est longue, elle est coûteuse. Et dans ce cas-là, bah, ça a tout intérêt à ce que la procédure se limite aux biens qui sont situés sur le territoire de New York et exclut les autres biens qui seraient situés ailleurs dans le monde. Donc, typiquement, on pourrait faire un testament pour des biens français, des avoirs bancaires, des biens immobiliers, toute autre sorte de biens sur le territoire français, mais également s'il y a dans d'autres pays du monde, hein, c'est aussi possible, et isoler un testament pour les biens qui sont situés sur le territoire des États-Unis, à New York par exemple, euh, pour éviter du coup que la procédure de probate soit sur tous les biens mondiaux en fait.
Dans ce cas-là, il faut bien faire attention à faire évidemment un testament en France selon les formes françaises et un testament aux États-Unis selon les formes de l'État sur lesquelles sont situés les biens aux États-Unis. Il faut évidemment s'assurer que les testaments ne se contredisent pas, que l'un ne révoque pas l'autre et qu'il n'y ait pas de difficulté d'interprétation. Donc évidemment qu'il faut que les conseils se coordonnent et soient informés des différents testaments qui sont conseillés dans un pays ou dans l'autre. Bien sûr aussi, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Bah, s'assurer de leur conservation, c'était mon premier point, c'est-à-dire que si vous faites un testament en France, vous avez tout intérêt à aller le déposer chez le notaire. Si vous choisissez par exemple le testament holographe dont je vous parlais, ou faire un testament authentique, vous avez tout intérêt aussi à prévenir possiblement vos héritiers. Bon, ça dépend du contenu du testament, mais ça faut en discuter. Et vous avez aussi tout intérêt à ce qu'il soit conservé chez la personne habilitée aux États-Unis. Et évidemment également de mettre régulièrement à jour votre situation, enfin le testament, s'il y a des modifications de votre situation familiale, patrimoniale, financière, évidemment. Donc ça, c'était vraiment sur la question de la forme, du formalisme du testament. Sur la question du contenu du testament, donc c'est ce que je vous disais, c'est un instrument vraiment privilégié pour organiser votre succession. Vous allez pouvoir déjà choisir la loi qui est applicable à votre succession, donc c'est un point qui est fondamental, puisque ça va vous permettre du coup cette prévisibilité. C'est ce que vous expliquait Emmanuel tout à l'heure. Donc vous pouvez, par exemple, décider que comme vous êtes français, vous souhaitez que donc vous pouvez faire le choix de votre loi nationale ou de vos lois, enfin l'une ou l'autre si vous avez une double nationalité, donc franco-américaine, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais vous pouvez choisir que la loi de votre nationalité. Vous pouvez pas choisir la loi de votre résidence. Donc attention, donc si aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, si vous faites un choix de loi, vous le ferez forcément en faveur de la loi française si vous êtes uniquement français. Si vous avez la double nationalité, vous pouvez choisir. Mais vous pouvez pas choisir la loi de votre résidence habituelle. La loi de votre résidence habituelle, en fait, c'est la loi qui s'appliquera par défaut de votre dernière résidence habituelle si vous ne faites pas de choix de loi à votre succession. Si aujourd'hui vous êtes à New York et que vous décidez de faire un choix de loi en faveur de la loi française pour vous soumettre à ce que vous expliquez, Emmanuel, tout à l'heure, aux dispositions de la loi française, de la réserve héréditaire, etc. Déjà, premièrement, il faut faire attention, il faut vous renseigner auprès d'un conseil sur place pour être sûr que ce choix de loi, il est valide aux États-Unis, parce que nous, on le connaît très bien, on a notre règlement de succession, mais faut vérifier qu'il soit bien fait et bien reconnu aux États-Unis. C'est la première chose. Et il faut bien sûr garder en tête que si vous faites un choix de loi pour la loi française, toutes les dispositions que vous allez prendre dans votre testament, elles s'effectueront dans la limite de ce qu'offre la loi française. Typiquement, si vous faites des legs à X, Y, Z, alors que vous avez 3 enfants et qu'il y a les 3 quarts de la succession qui leur sont réservés, si les legs que vous faites vont excéder et porter atteinte à la réserve de vos enfants, bah, les legs, en fait, ils seront réduits et donc ils vont être neutralisés. Et voilà. Donc évidemment, le choix de loi que vous faites dans votre testament, en faveur de la loi française, par exemple, il faut bien qu'ensuite les dispositions patrimoniales que vous prenez en faveur de cette loi soient cohérentes. Donc c'est première chose, choix de loi. Ensuite, deuxième chose, c'est les dispositions patrimoniales. Évidemment, des legs, vous allez répartir vos biens, vous pouvez nommer un exécuteur testamentaire, vous pouvez désigner un bénéficiaire pour une clause d'assurance vie, voilà, toutes les dispositions qui sont patrimoniales. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de prendre des dispositions extra-patrimoniales, reconnaître un enfant, désigner un tuteur pour vos enfants, ça c'est hyper important, notamment en cas d'expatriation, s'il arrive quelque chose aux deux parents. Par contre, on vous déconseille, ce qu'on a mis, d'inclure des dispositions qui concerneraient le don d'organes ou des directives relatives à vos funérailles, parce que généralement, le testament il est ouvert après. Donc en fait, on n'en a pas connaissance. Voilà. Ensuite, un petit point, mais assez rapidement, est-ce qu'on peut faire un testament à deux? En France, vous ne pouvez pas faire un testament à deux. Typiquement, deux personnes mariées qui voudraient faire un testament ensemble, c'est interdit en France. On appelle ça un testament conjonctif. Chacun doit rédiger son propre testament. Aux États-Unis, ça dépend de chaque État, mais par contre, c'est autorisé à New York. Mais en réalité, c'est quand même déconseillé de manière générale parce que vous pouvez quand même vous retrouver dans des situations de blocage si l'un ou l'autre veut modifier son testament, le révoquer, etc. durant sa vie. Donc c'est quand même déconseillé en pratique. En revanche, si c'est fait valablement dans un pays qui l'accepte, il pourra être reconnu, ce testament conjoint, en France. Donc ça, c'était sur le testament. Ensuite, l'autre instrument privilégié pour organiser votre succession, bien sûr, c'est les donations du vivant. Donc,
Vous pouvez les effectuer depuis la France, en France. Vous pouvez aussi les effectuer du coup depuis les États-Unis. Donc là, l'idée, c'est de transmettre de votre vivant vos biens en réalisant des donations qui doivent évidemment tenir compte de votre situation internationale. Ce qui est primordial, c'est de faire coïncider en fait les donations que vous faites, par exemple si vous faites des donations en France selon des mécanismes français, de faire coïncider les lois qui sont applicables à ces donations à la loi qui sera applicable à votre succession. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous êtes sous l'égide de la loi américaine pour votre succession et qu'en fait vous avez réalisé en France une donation partage, ça va être complètement un micmac parce qu'en fait les États-Unis ne connaissent pas la donation partage, ils vont pas savoir comment la traiter. Et à l'inverse, et c'est ce que je vais revenir dessus, si vous désignez la loi française applicable et qu'en fait vous faites un trust aux États-Unis, bah, il faut faire attention à comment va ensuite être appliqué le trust sous l'égide de la loi française. Bah, ça va être qualifié en donation. Donc ça va avoir des impacts. Donc déjà, gardez en tête que la chose la plus importante, c'est qu'il y ait une cohérence entre les donations que vous effectuez de votre vivant et la loi qui sera applicable à votre succession. Il faut vraiment garder un esprit de cohérence et une vision globale. Voilà. Donc en France, vous pouvez réaliser des donations, bah, un don manuel, donc là, il n'y a pas besoin de notaire pour des valeurs, biens mobiliers, tout ce que vous voulez. On vous conseille évidemment de garder une trace écrite. Si il y a d'autres enfants, s'il y a d'autres héritiers, évidemment qu'on conseille de garder une trace écrite. Si c'est un bien immobilier, de toute façon, c'est obligatoirement devant un notaire français qui doit faire des formalités à la publicité foncière. Donc clairement, vous n'allez pas vous adresser à quelqu'un aux États-Unis pour aller faire la donation d'un bien qui est sur le territoire français. Et vice-versa, c'est exactement la même chose depuis les États-Unis. Vous respectez le formalisme aux États-Unis, vous vous renseignez auprès de personnes compétentes aux États-Unis pour des biens qui sont situés sur le territoire aux États-Unis, notamment s'il y a une donation d'un bien immobilier. Et donc, attention du coup à la validité des donations ou, et là je fais une petite digression sur d'autres outils patrimoniaux qui pourraient être utilisés d'un côté comme de l'autre euh, à l'international, parce qu'il faut s'assurer du coup, ce que je vous disais, de la circulation des donations et de la reconnaissance et comment elles vont être traitées surtout au moment de votre décès. Donc les les États-Unis connaissent pas le mécanisme de la donation partage, ils connaissent pas le mécanisme des donations entre époux de biens à venir, ils connaissent pas la SCI, ils connaissent pas le démembrement de propriété. Donc tout ça va être, on ne sait pas trop comment ça serait accueilli par un juge qui serait saisi aux États-Unis, qui appliquerait la loi américaine. On ne sait pas ce qu'il en ferait, comment il traiterait ça. Est-ce que ça annihilerait en fait toute l'organisation que vous avez mis en place en France? C'est une possibilité, donc il faut traiter ça bon. De la même manière, la France ne connaît pas le mécanisme du trust, donc si vous faites un trust qui est valablement constitué aux États-Unis, il sera reconnu en France, c'est pas la difficulté, mais comment il sera traité ensuite d'un point de vue fiscal et d'un point de vue civil, c'est la plus grande difficulté. D'un point de vue civil, ce sera reconverti en donation, donc ce ne sera pas traité comme vous l'envisagez dans le cadre d'un trust aux États-Unis, parce qu'on ne connaît pas ce mécanisme, et fiscalement, bah, ce sera imposé comme une donation. Donc en fait, fiscalement, ça peut être prohibitif d'un point de vue fiscal. Donc c'est ce que je vous disais, la loi applicable à la donation doit être la même que la loi applicable à la succession dans un souci de cohérence. Il faut s'assurer de la validité des donations, de leur effet sur la succession, et notamment parce que typiquement en France, on a aussi la question du rapport de certaines donations qui doivent être rapportées fictivement par les héritiers, enfin pour s'assurer d'une égalité entre les différents héritiers. Bah, ça aux États-Unis par exemple, ils vont pas avoir les mêmes notions que nous. Et donc là-dessus, il faut vraiment, encore une fois, faire un package global. Et donc pour en terminer, il me reste 1 minute. Nos conseils pour conclure, vous l'avez compris, c'est d'élaborer un ou plusieurs testaments. Il faut voir ça avec un professionnel en fonction de la situation de vos biens et de votre situation familiale. Il faut bien enregistrer votre testament, le déposer pour qu'il soit conservé quelque part. Choisir la loi applicable, en tout cas y penser, y réfléchir, voir ce qui serait le mieux pour vous dans votre situation actuelle. C'est toujours modifiable si vous le faites par testament. Attention aux outils que vous utilisez, aux donations qui auraient été faites, puisqu'il y a une difficulté de circulation et de reconnaissance et de traitement ensuite dans le cadre même de la succession. Et bien sûr, anticiper le règlement fiscal, y réfléchir, chercher à optimiser fiscalement votre succession. Et pour ça, consulter un professionnel et bien sûr mettre à jour régulièrement votre testament ou votre organisation si vous avez des modifications de votre situation familiale, personnelle, financière et patrimoniale. Merci beaucoup. Quel timing! Ouais, Magnifique. Merci Manu, beaucoup.
On avait dit 55, il est 55. Parfait. Ouais. Sur un sujet très dense, comme vous l'avez vu. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est qu'il nous reste 5 minutes. On va prendre les questions générales. Je vais pas pouvoir prendre les questions qui font plus de 5, 6, 7, 10 lignes, malheureusement, parce que vous êtes très nombreux. Euh, Allez, une première question. La Convention de Washington est-elle en vigueur en Floride? Question de Anne. Alors, Oui, il me semble que les États-Unis ont signé globalement. je, Là, dans le... je l'ai quelque part. Vous pouvez peut-être passer à la question d'après, je regarde parce que j'ai la liste et je vous Ok, réponds. parfait. Est-ce qu'on peut aussi mettre le slide avec vos contacts? Je pense Ouais. tous les gens qui ont des questions plus complètes, là vous avez les contacts de Roman et Emmanuel qui sont affichés à l'écran, donc profitez-en pour les copier maintenant. Euh, Allez-y, hein, je lis juste mon... ouais, ouais, Non. j'essaie de voir un petit peu les questions. On a un auditeur anonyme qui nous dit, quid de l'imposition pour un défunt américain résidant aux US vers un Français résidant en France sans lien de sang ou de famille. Eh bien, bah, là, en fait, on a ça dépend, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, si les résidents aux États-Unis, les États-Unis ont le droit d'imposer l'intégralité de la succession, comme on a une convention fiscale, on applique les autres règles. Si on a des biens situés en France et que l'héritier euh, reçoit ces biens, ils seront imposables en France. Et là, on aura donc du coup, s'il n'y a aucun lien de parenté, on aura une imposition française qui est de 60% sur ces biens spécifiquement en France. Donc il faut refaire tout le schéma et toute la logique qu'on a expliqué tout à l'heure sur la convention fiscale, imposition globale aux États-Unis et ensuite en fonction de la localisation des biens, est-ce que la France a le droit d'imposer? Si elle a le droit d'imposer, elle applique selon ses propres règles. Si on n'a pas de lien de parenté, on est au taux maximum de 60%. Impôt que l'on pourra imputer sur la peau due aux États-Unis, le cas échéant s'il y en a. Et on peut rien y faire. Alors ça, après, on peut anticiper un certain nombre de choses. Donc c'est un peu les mécanismes qu'on a évoqués avec Roman à la fin, majoritairement d'un point de vue civil, mais on pourra l'approfondir avec les participants d'un point de vue fiscal. On pourra essayer d'anticiper des donations, un traitement fiscal avantageux en France pour une transmission sans lien de parenté. C'est notamment les contrats d'assurance vie qu'il faut un peu anticiper parce que pour bénéficier du régime de faveur en France, il faut ouvrir ses contrats et y verser les primes avant ses 70 ans. Mais dans ces cas-là, on a un régime plus favorable. Mais sinon, effectivement, la France impose de façon assez élevée quand on n'a pas de lien de parenté et qu'on n'a rien anticipé au moment de la succession. Parfait. Et du coup, oui, Euh, la Floride est bien signataire de la Convention de Washington. Floride, je pense que c'est aussi pareil pour le testament international. Est-il reconnu en Californie? Question de Anne. Oui, Oui, la Californie aussi. On a la liste, hein, je sais pas si on peut la rajouter sur le PowerPoint, si on peut faire une slide hein, si vous voulez. oui, s'il y a des questions plus spécifiques, n'hésitez pas Ouais. à nous envoyer un mail. On pourra préciser parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les questions successorales sont très au cas par cas. On a une question sur un auditeur anonyme. Il n'y a aucune circulation aux US dans aucun État sur l'outil de démembrement. Le concept de démembrement Non, ça n'existe n'existe pas pas. dans les pays de common law. Donc il va y avoir des équivalences, un peu comme nous, on essaye d'accepter le trust et donc de le reconnaître par équivalence avec nos propres mécanismes. Les États-Unis vont avoir un peu cette même logique, mais le démembrement de propriété en tant que tel n'existe pas en droit américain. Par contre, si on a des biens situés en France, on peut toujours faire de l'anticipation, notamment via démembrement de propriété, sur ces actifs-là. Donc, il faut vraiment analyser au cas par cas en fonction de la situation et recourir à ces mécanismes Mm. si c'est possible dans votre cas. On a un auditeur anonyme qui nous dit, donc le trust est une mauvaise idée. Quel type d'instrument serait plus adapté pour un enfant mineur avec tuteur désigné en France?
Alors, enfant mineur. Alors, déjà, on n'a pas dit que le trust n'était pas adapté. En fait, si la loi américaine est applicable à la succession, le trust, il est adapté. Là où c'est pas adapté, c'est que si la succession, c'est la loi française qui s'applique, donc on va appliquer nos règles françaises. Dans ce cas-là, la France connaît pas le trust, et donc du coup, elle va se rattacher à un mécanisme qu'on connaît, qui est la donation indirecte. Donc, d'un point de vue civil, ça n'aura pas les effets qui étaient escomptés de base par la personne qui a constitué son trust aux États-Unis, typiquement. Puisque justement, il y a des questions ensuite de rapport à la succession, etc. Et d'un point de vue fiscal, ce sera traité comme une donation. Mais si en revanche, c'est la loi américaine qui est applicable, bah, la loi américaine, elle connaît très bien le trust. Donc c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. C'est pas que c'est pas une bonne idée, c'est juste que dans un souci de cohérence, il faut faire attention, en fait, à bien savoir quelle va être la loi qui est applicable à la succession pour utiliser des mécanismes qui sont adaptés. Ou alors vraiment dissocier en fonction justement de l'endroit où se situent les biens. Typiquement, on ne va pas mettre dans un trust un bien qui est situé sur le territoire français. Enfin, donc, mais à contrario, sur un bien qui est situé sur le territoire français, on peut envisager un démembrement de propriété, on peut envisager une SI, etc. Voilà. Je pense qu'il y a une dernière question qui résume un peu tout, d'un auditeur anonyme. Quelle juridiction est la plus avantageuse pour nos héritiers? Celle de la France ou des États-Unis? Alors, quelle juridiction? Parce que juridiction, là, du coup, on parle d'un conflit successoral. Donc, c'est différent. En fait, en droit international, il faut bien distinguer les questions de juridiction, les questions de compétence et les questions de loi applicable. Et ensuite, la question, est-ce qu'on parle de la loi applicable civilement, de la loi applicable fiscalement? Donc, il y a pas, en fait, on peut pas tirer une généralité parce que, par exemple, si on a des enfants et qu'on souhaite déshériter un de ses enfants, eh bien, la loi américaine est civilement la plus adaptée parce que la loi française ne le permet pas. Mais dans d'autres situations, par exemple, si on souhaite priver son conjoint de droit dans la succession, eh bien là, la loi française est finalement la plus adaptée civilement puisqu'elle le permet. Donc, c'est difficile de répondre d'une façon générale à ce type de questions. Les lois étant différentes, il faut voir en fait en fonction des volontés qui sont celles des personnes concernées. Et c'est pour ça que l'anticipation a du sens en fait parce que ça permet justement, quand on est bien conseillé, eh bien d'aligner ce qui va se passer dans sa succession avec les volontés qui sont les nôtres, en fonction voilà, des lois qui s'appliquent et des régimes fiscaux qui sont en cause. Très bien. On va devoir vous libérer. Il y a quelques questions qui nous restent encore. Je les enverrai à Romane et à Emmanuel s'ils ont un moment pour y répondre. N'hésitez surtout pas à les contacter aussi directement. Vous avez leurs mails qui sont affichés à l'écran. On a beaucoup de messages de remerciements, notamment de Madeleine, de un auditeur anonyme. Merci beaucoup, brillant vraiment. Voilà. Bah, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'être restés connectés jusqu'à la fin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire de French Morning. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci encore à toutes les deux. Bonne soirée à vous qui Bonne êtes à soirée à tous. Paris et à bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.